Bonjour à tous et à toutes. Bien cette semaine, pas de fausse histoire, pas de temple pharaonique, pas de Pompéi, pas d'Hérodote, mais nous allons parler petite enfance. Vous savez que euh, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est les questions liées à l'enfance, à l'éducation, et puis à la pédophilie, à la sexualité. Et cette semaine, nous allons parler d'un document publié par notre gouvernement qui s'appelle Référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant. Document qui est en fait la partie EVRAS destinée à la petite enfance. L'EVRAS commence à la maternelle, mais évidemment le gouvernement ne s'intéresse pas à nous seulement depuis la maternelle, il veut nous conditionner dès le berceau. Et nous allons voir, nous allons expliquer en quoi ce document est un document totalitaire, est un document dangereux, sous couvert de bienveillance, d'éducation positive. En fait, on inculque des idées qui sont nocives et dangereuses pour notre nation, pour notre humanité. Alors je ne vais pas revenir sur les VARS, j'avais fait l'année dernière une vidéo sur le guide pour les VARS, et je pense qu'elle est toujours d'actualité. J'attache une très grande importance à cette question-là. Pour moi, la meilleure chose, la chose la plus importante que peut faire un individu au cours de sa vie, c'est d'avoir des enfants et de les éduquer. Il n'y a pas de tâche au-dessus de celle-là. Et que gâcher l'éducation de nos enfants ou mal éduquer nos enfants est une sorte de crime que nous faisons contre la société future, puisque nos enfants d'aujourd'hui sont la société de demain. Donc pour ce qui est de l'EVRAS, je vous invite à vous en référer à Ariane Billéran. C'est probablement aujourd'hui la meilleure personne pour vous informer, pour vous parler de ces questions-là, pour éveiller votre esprit à ces questions, à ces difficultés. Et encore une fois, je vous invite à prendre le plus au sérieux ces questions. Il faut que les Français se réveillent. On a tendance à accepter sans réfléchir, sans défense, ce que nous impose le gouvernement, parce que il l'impose au nom de la bienveillance, au nom de la santé même de nos enfants, alors qu'en réalité, c'est de la maltraitance bienveillante, mais de la maltraitance des enfants et maltraitance donc de la société future. Donc écoutez ce qu'a à nous dire Ariane Billéran, ça vous aidera vous-même à mieux vous positionner sur ces questions. Je rappelle simplement pourquoi il faut s'opposer à la sexualisation précoce des enfants. C'est parce que la nature de l'homme est pulsionnelle, c'est-à-dire elle est mue par une puissance intérieure qui la pousse à vivre, la pousse à être. Mais cette pulsion, tant magnifique qu'elle est, puisque c'est la vie même, est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle ne connaît pas l'autre, parce qu'elle est prête à tout, pour assouvir ses désirs, assouvir sa passion. Et la pulsion, qui n'est pas que sexuelle, d'ailleurs, c'est tous les aspects de la vie qui sont pulsionnels. La pulsion doit être éduquée, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à la maîtriser. Et de plus, pendant toute la période d'apprentissage, il ne faut pas que la pulsion soit occupée dans son aspect libidinal. Il faut que la pulsion soit occupée à ses apprentissages. C'est-à-dire que il faut protéger les enfants d'une sexualité précoce, à la fois pour éviter qu'ils soient entraînés trop tôt dans la sexualité ou qu'ils tombent esclaves de pédophiles. Et puis il faut éduquer la pulsion, il faut protéger les enfants de la sexualité pour qu'ils soient entièrement tournés vers les apprentissages et qu'ils n'aient pas de préoccupation d'ordre sexuel. Donc c'est très important pour la société de demain. Je rappelle Georgette Mouton, sa thèse en genèse et genèse du nazisme, où elle montre qu'en réalité, les élites allemandes ont été fabriquées dans une époque de laisser-aller, où on renversait justement l'ordre ancien, l'ordre paternel. C'est les idées de Nietzsche, d'Hermanès, où il faut libérer l'homme, mais si ce qu'on libère c'est l'homme pulsionnel, l'homme pulsionnel va être un homme destructeur qui ne connaît pas l'autre et qui détruit l'autre. Alors parlons du texte, le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant. Il a été élaboré à la demande de je ne sais quel ministre par, nous dit-on, 200 professionnels, acteurs institutionnels, élus, gestionnaires, représentants de parents et
universitaire, hein, c'est 200 personnes qui lui donnent finalement une forme d'autorité, une autorité qu'on pourrait presque qualifier de scientifique, puisque ce référentiel s'appuie sur les dernières recherches, les dernières connaissances sur les spécificités du développement du jeune enfant. Nous n'en croyons rien, c'est comme pour les VARS, hein, il s'agit de directives de l'OMS qui doivent s'appliquer au niveau international et qui sont mus par une certaine idéologie progressiste. Au prétexte de notre bien, au prétexte du bien de nos enfants, eh bien, on nous impose une idéologie en termes d'éducation. Et ce référentiel ne s'adresse pas qu'au personnel de l'État, hein, de l'administration, il s'adresse à toutes les personnes qui sont en contact, en fait, avec les jeunes enfants, c'est-à-dire évidemment dans les crèches, hein, qu'elles soient municipales, associatives, privées, mais aussi pour les nounous, les assistances maternelles qui accueillent des enfants chez eux. Hein. Ces directives s'adresse évidemment à tous. Que nous disent-ils? La démarche de consensus sur les besoins fondamentaux en protection de l'enfance place le besoin de sécurité comme méta-besoin, intégrant les besoins physiologiques et de santé, les besoins de protection et le besoin de sécurité affective et relationnelle, hein, car il combine tous les autres besoins qui ne peuvent être satisfaits qu'à condition que la sécurité affective soit assurée. Le besoin essentiel de l'enfant est de se sentir en sécurité physique et en sécurité affective grâce à un adulte disponible et empathique qui comprend et peut nommer les émotions et ses besoins et sait le reconforter en cas de détresse. Bon, alors il y a toujours cette question d'identifier les émotions, de les nommer et de réconforter. Et puis il nous explique que le nourrisson se lie aux personnes qui répondent rapidement, chaleureusement et de la façon la plus adéquate possible à ses besoins de sécurité, de réconfort et de protection. Dans ces conditions, un lien d'attachement sécurisant se développe chez l'enfant envers l'adulte qui prend soin de lui de façon cohérente et durable, qui le protège. Alors évidemment, ils ont bien raison, cette question du lien d'attachement, il est évidemment très important. Et il se trouve que la nature étant bien faite, il y a une personne qui est la personne naturelle d'attachement de l'enfant, hein, c'est sa mère. Le tout petit est attaché à sa mère. Et un des travaux de l'éducation, ça sera évidemment de détacher l'enfant de sa mère, mais ce détachement, il se fera petit à petit dans le temps. Au départ, évidemment, il n'est pas question de détacher l'enfant de sa mère brutalement, hein, puisque ce serait le mettre en état de sécurité affective. Hein, et c'est cet attachement qui a fait croire à Freud que l'enfant désirait coucher avec sa mère. Non, il ne désire pas coucher avec sa mère, il est simplement attaché naturellement à la personne qui lui a donné jour et qui lui prodigue des soins. Alors bien évidemment, dans ce référentiel, ils ne vont pas nous dire que puisque cet attachement de l'enfant vers sa mère est si important, eh bien, on va tout faire pour favoriser la famille, favoriser la stabilité de la famille, on va tout faire pour aider les femmes à être pleinement des mères, c'est-à-dire avoir de la disponibilité, du temps pour s'occuper des enfants. Hein. Il n'y a pas d'amour, mais des preuves d'amour, et les preuves d'amour de la mère envers l'enfant, eh bien, c'est du temps passé envers l'enfant. Non, hein, ils vont laisser croire on peut au sein de la crèche, eh bien, reconstituer ce lien d'attachement naturel de l'enfant envers sa mère, et ce lien d'attachement se développera naturellement avec une personne accueillante dans la crèche. Alors évidemment, mon propos n'est pas de dénigrer le personnel de crèche, de médire sur leur professionnalisme, de médire sur leur bienveillance, sur leur qualité d'accueil et sur le travail constant qu'elles font pour donner le meilleur d'eux-mêmes envers les enfants. Mais il est simplement évident que ce que propose le référentiel pour l'accueil en crèche, c'est-à-dire qu'il y a une personne dédiée pour le soin, la nourriture, le change de chaque enfant. C'est juste du blabla, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister simplement parce que le personnel a des horaires, pas ceux des enfants. Ils peuvent être à mi-temps, aux trois quarts de temps, à plein temps. Ils peuvent changer, hein, disparaître en cours d'année parce qu'ils déménagent ou pour x, y raison. L'enfant lui-même va changer de section d'une année sur l'autre. Il n'aura pas les mêmes personnes et croire qu'il puisse y avoir une figure d'attachement au sein de la crèche, évidemment, c'est une absurdité. C'est un mensonge de ce référentiel. Par contre, il est évident que l'enfant peut avoir sur l'ensemble du personnel de la crèche qui fait qu'il les voit finalement comme un prolongement de sa propre mère et qu'il n'est pas en insécurité quand il est à la crèche.
c'est la bienveillance des personnels, mais cette bienveillance des personnels, elle se fait finalement en prolongation, comme une dépendance en quelque sorte de ce que l'enfant trouve à la maison quand il est avec sa mère. Donc pour finir cette séquence, ce qu'ils nous disent, ce lien d'attachement dit sécure, repose sur 2 piliers. L'enfant doit se sentir en sécurité au niveau de son attachement affectif. Donc c'est la disponibilité de l'adulte pour répondre rapidement et de manière sensible aux besoins de l'enfant et à ses émotions, qui permet à l'enfant d'identifier l'adulte comme une base de sécurité vers laquelle il se tourne en cas de danger, d'inconfort et de détresse, et dont il recherche la proximité physique et affective. Adulte qui ne sera pas forcément là, comme je l'ai expliqué, les personnels n'ont pas les mêmes horaires, ils sont appelés à changer. Et puis, la question de l'empathie de l'adulte envers l'enfant, c'est-à-dire la capacité à reconnaître et à comprendre les émotions de l'enfant, toujours cette question des émotions, à ne pas les rejeter ni les banaliser, à y répondre de façon adaptée et autoriser l'expression de ces émotions. Bon, ensuite, il continue avec du blabla sur ces questions-là. Je fais défiler lentement pour que vous mettiez en pause et puis que vous puissiez lire si ça vous intéresse de rentrer davantage dans le texte. Voilà, et puis après, on a des conseils sur le regard bienveillant, soutenant et positif, la voix, parler de façon calme, de façon régulière, etc., etc. La question du portage. Et puis il y a même évoqué la question de l'allaitement, permettre à la mère d'allaiter son enfant quand l'enfant il est en crèche. Mais bien évidemment, à ma connaissance, ça n'existe pas, dans la mesure où si la mère laisse l'enfant à la crèche, eh bien c'est qu'elle est occupée par ailleurs dans des activités professionnelles, qu'elle ne va pas revenir à la crèche pour allaiter et qu'elle a mis en place un système pour donner le biberon, pour que tout un chacun puisse donner le biberon à son enfant. Et l'enfant est très tôt sevré de l'allaitage maternel pour passer à un allaitage, disons, mécanique. Alors avant de revenir à la question de l'autorité, je voudrais parler de l'aspect totalitaire du texte, insister sur ce côté totalitaire. Bien évidemment, on ne peut pas examiner tous les points qu'il y a dans ce texte, il y en a qui sont fort intéressants. Ce n'est pas là mon propos, c'est de souligner comment ce texte, baigné d'idéologie et d'essence totalitaire. Alors il nous répète, à l'envi, que ce qu'ils appellent la violence éducative ordinaire, c'est-à-dire les punitions physiques, psychologiques, sont proscrites, sont interdites, et c'est la loi qui nous l'impose. Alors, je voudrais souligner en passant que ce gouvernement qui veut nous donner des leçons sur la violence éducative ordinaire, c'est quand même ces gens-là qui ont imposé de masquer les enfants dans les écoles. Alors, on voit qu'ils sont en réalité très mal placés pour nous faire la leçon. Et puis, le deuxième point, c'est que vous allez me dire, mais interdire les violences, c'est très bien. Pourquoi dites-vous que c'est totalitaire ou le totalitarisme? Au contraire, c'est le pouvoir par la violence. Mais si vous pensez ça, c'est qu'en fait, on vous a trompé sur la nature du totalitarisme. On a confondu dans votre esprit ce qui est totalitaire et ce qui est la dictature, ce qu'est le fascisme, c'est-à-dire le pouvoir autoritaire. Le totalitarisme, ce n'est pas ça du tout. Le totalitarisme, il commence quand l'État, veut s'immiscer dans tous les recoins de la vie sociale, veut régenter l'ensemble du corps social, et qu'en plus, il transforme les individus en agents de son programme politique, et qui s'oppose à ces directives. Alors il y a quelque chose qui s'oppose aux directives totalitaires du gouvernement, c'est ce qui se passe dans la réalité des crèches. Les personnels ont régulièrement des réunions qu'ils appellent réunions APP, analyse de la pratique professionnelle. Pour mieux vous faire comprendre, je vais prendre un exemple de ce qui se passe dans les crèches et qui s'oppose à cette approche totalitaire du gouvernement. C'est la collégialité. La collégialité, en l'occurrence, c'est une pratique qu'on trouve dans toutes les crèches, où il y a des réunions, probablement mensuelles, qui sont des réunions appelées APP, analyse de la pratique professionnelle. Au cours de ces réunions, les personnels se rassemblent autour d'un psychologue et discutent de la réalité de terrain.
soit pour mieux intégrer un nouveau personnel entrant qui doit s'adapter à la pratique commune telle que les autres auxiliaires de crèche l'envisagent, soit pour discuter des difficultés qu'il y a avec certains enfants, des enfants qui posent problème, il y en a toujours, soit encore pour discuter simplement de diverses pratiques à divers moments dans la vie quotidienne de la crèche. Et c'est de cette collégialité, de cette discussion en commun des différents participants qui vivent et travaillent sur le terrain que naît en quelque sorte une forme d'intelligence qui va les aider à mieux comprendre leur pratique et à la faire évoluer dans l'intérêt de l'organisation, dans l'intérêt de la crèche et évidemment dans l'intérêt des enfants. Et évidemment, ces directives du gouvernement s'opposent finalement en tout point à cette collégialité, puisque on a des gens dont on ne sait pas d'où ils sortent, mais qui prétendent savoir mieux que tout le monde et dire aux gens qui sont sur le terrain comment ils doivent faire, comment ils doivent se comporter. Ils nient que l'homme lui-même aurait en lui-même, en vertu de ses qualités de conscience, la capacité de tendre vers le bien, de tendre vers l'amélioration, parce que il est mu par la volonté de bien faire. Le gouvernement pense que l'on peut imposer le bien, alors que le bien jaillit naturellement de la collégialité des acteurs du terrain. Et c'est pour ça donc qu'on peut dire que l'approche gouvernementale d'imposer au moyen de directives, de lois, etc., comment les personnels de crèche et même les nounous, comment on appelle les assistantes maternelles, comment elles doivent se comporter, c'est une pratique carrément totalitaire. Alors parlons de la notion d'autorité. Quand on fait une recherche dans le texte, on ne voit le mot autorité qu'à 2 occasions. Pour parler des autorités administratives et pour parler de l'autorité parentale. Mais jamais, bien sûr, vous ne trouverez la notion d'autorité comme moyen éducatif. On a vu que les punitions étaient interdites. Vous ne verrez pas non plus la discipline comme moyen éducatif. Même mettre un enfant au coin ou le renvoyer dans sa chambre est considéré comme une vexation traumatisante qu'il faut évidemment à tout prix éviter. Le ressort éducatif est l'écoute des émotions et le dialogue. Même s'il y a bien des cas où le dialogue n'est plus possible, n'est pas possible. Je rappelle quand même qu'il y a eu l'année dernière le meurtre d'un bébé par une auxiliaire de crèche. Je crois que ça s'est passé à Lyon, je connais pas les circonstances exactes, mais on peut tout à fait imaginer que s'il y avait eu une organisation plus claire, une discipline mieux assurée, des règles mieux établies, cette jeune femme ne se serait pas retrouvée dans cette situation de devenir une meurtrière. Je ne connais pas le détail de l'affaire, mais je ne peux pas croire que le problème ne soit qu'une question, dans ce cas-là, qu'une question de responsabilité individuelle. Il y a une responsabilité de la structure qui a mis cette jeune femme dans une situation où pour elle n'a pas réussi justement à maîtriser ses émotions et elle est allée dans une direction, inacceptable. Elle a brisé la vie d'un enfant, elle a brisé la vie d'une famille, mais elle a également brisé sa propre vie. Et si l'on voulait faire l'arbre des causes du drame, vraisemblablement, on trouverait une crèche, outre que le personnel est peut-être pas très expérimenté, outre qu'on y recherche le profit plus que les intérêts des enfants, mais une crèche où on ne sait pas appliquer la règle, on ne sait pas appliquer la discipline, on ne sait pas structurer l'organisation. Personnellement, bien qu'elle soit une meurtrière, je considère également cette jeune femme comme une victime d'un système qui ne sait pas dire non, d'un système qui ne sait pas imposer, qui ne sait pas s'imposer et qui ne sait pas structurer l'espace d'accueil des enfants. Alors revenons à l'autorité, donc à l'autorité parentale, puisque c'est la seule autorité, à part les autorités administratives, c'est la seule autorité que le texte reconnaît. Et si le texte reconnaît l'autorité parentale, c'est bien évidemment parce que ils n'ont pas le choix. Ça fait partie de la loi. Les enfants sont sous l'autorité des parents. Alors que dit les textes, les parents sont dépositaires de l'autorité parentale. Évidemment, le texte la reconnaît. Qu'ils exercent sans violence physique ou psychologique. Donc c'est le texte qui explique aux parents comment ils doivent exercer l'autorité parentale, sans violence physique ou psychologique. Évidemment,
Pas de fessées, pas de gifles, pas de mise au coin, pas gronder, rien. La mise en œuvre par tous les moyens possibles de la continuité éducative, autant qu'elle est possible, respecte l'autorité parentale, est favorable à la sécurité de l'enfant et à la sécurisation des parents. Hein, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on reconnaît l'autorité parentale, d'une certaine façon, on le nie en disant on la respecte autant qu'il est possible. Hein. À un certain moment, on peut décider qu'il n'est pas possible, et le texte d'ailleurs continue, l'enfant n'appartient pas à ses parents. Hein, on retrouve Khalil Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants, parce qu'il est un sujet de droit, et sa grande fragilité, sa dépendance à l'adulte implique une responsabilité collective supérieure pour œuvrer au respect de ses droits. Donc cette autorité supérieure collective, c'est évidemment l'État, hein, qui va s'occuper de dire aux parents comment éduquer leurs enfants et contrôler comment les parents éduquent leurs enfants, parce que l'enfant serait un sujet de droit. Alors personnellement, je ne comprends pas tellement cette notion, comment un enfant pourrait être un sujet de droit, puisque ni il est justiciable et ni il a les moyens de faire respecter ses droits. Et on a bien l'impression qu'on en fait un sujet de droit justement pour nier l'autorité parentale. Hein, c'est-à-dire que, évidemment qu'il y a des cas de maltraitance, évidemment qu'il y a des cas où finalement le juge doit intervenir pour défendre un enfant qui est maltraitant. Mais l'autorité parentale, en soi, elle n'est pas contestable. En particulier, elle n'est pas contestable par les personnels d'accueil de la crèche. Hein. Par exemple, on peut parler du cas d'une mère qui va chercher ses enfants en fin d'après-midi et elle est sous le commune cantine. Que faire ? Eh bien évidemment, les personnels de crèche doivent remettre l'enfant à la mère sous le commune cantine. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que c'est la mère qui a l'autorité parentale. Ils peuvent déclencher, alors en référer à leur direction, qui va peut-être convoquer les parents, qui va peut-être faire un signalement administratif, qui va peut-être faire une action quelconque, mais ils n'ont pas à remettre en cause l'autorité parentale, même si elle juge que le parent n'est pas efficient à ce moment-là. Donc on a l'impression que cette question est un sujet de droit, c'est une façon de transformer l'enfant. Il n'appartient pas aux parents, mais à qui appartient-il ? Il appartient à l'État, il appartient à l'administration et au pouvoir public qui ont droit sur lui de veiller sur sa personne. La réalité, ce n'est pas ça. L'enfant n'a pas des droits, mais il a des besoins. Manger, dormir, la sécurité affective. Et ce sont ses parents qui sont responsables de garantir les besoins à l'enfant. Et si les parents sont responsables de garantir les besoins à l'enfant, ils le font en conscience. Hein, le processus d'éducation est une verticalité entre la transcendance divine, ce que Freud appelait le surmoi, mais qui en réalité est simplement la conscience que l'être humain vit dans un monde ordonné par des lois et par des règles qu'il dépasse, dans lesquelles il s'intègre et il participe, et ces règles lui donnent à la fois de la responsabilité et de la liberté, et c'est en conséquence de cette conscience de sa responsabilité que le parent va assurer les besoins de l'enfant. Donc le système politique, lui, il insinue finalement dans sa formulation, dans sa démarche, que le parent pourrait être dangereux pour l'enfant parce qu'il est parfois irresponsable, et qu'en conséquence, il faut mettre les parents sous tutelle de l'État pour veiller à ce que les parents exécutent correctement la responsabilité dont ils sont échus de satisfaire non pas aux besoins mais aux droits de l'enfant. Alors que, évidemment, une saine démarche serait tout l'inverse. Hein, c'est-à-dire comment faire pour aider les parents à être de meilleurs parents, éduquer les parents, leur faire prendre conscience de leurs devoirs, de leurs responsabilités, les aider à aller là où ils veulent aller, c'est-à-dire être meilleurs, hein, parce que tout être humain veut le meilleur pour lui-même et pour ses enfants, il veut s'améliorer, il veut bien faire, et il faut favoriser ce bien faire, il faut aider les gens dans cette volonté de bien faire, mais ça ne se fait pas en les menaçant de leur retirer leurs responsabilités, de leur retirer l'autorité parentale, au prétexte qu'il pourrait y avoir quelques parents qui sont déficients. C'est-à-dire que le système étatique renverse l'ordre naturel des choses. Hein, l'ordre naturel des choses, c'est cette verticalité entre Dieu, le parent et son enfant, ordonnée dans le sens du bien.
pour la remplacer par un système policier, où les parents sont sous le regard du juge, en quelque sorte, sont sous contrôle, hein, pour s'assurer qu'ils ne fassent pas ce qu'ils ne devraient pas faire. Encore une fois, c'est une démarche totalitaire qui ne respecte pas la liberté individuelle et qui n'aide pas les individus à devenir de bons parents. En fait, on marche sur la tête. Ah, c'est ce que confirme cette phrase qu'on trouve dans le texte. L'intérêt de l'enfant prime de façon systématique le libre choix des parents lorsque ce choix remet en cause le respect des droits ou des besoins de l'enfant. C'est-à-dire que le texte reconnaît l'autorité parentale, mais dans le même temps la nie dans les faits. Ce qui prime, ce n'est pas l'autorité parentale, mais c'est le droit, c'est-à-dire l'exercice, c'est-à-dire la structure administrative de contrôle de la société. Nous sommes bien dans un système totalitaire, anti-humain. Et n'oublions pas que ces gens qui nous parlent toujours de l'intérêt de l'enfant, ce sont eux qui détruisent la famille, ce sont eux qui veulent instaurer la GPA, qui pratiquent la PMA, qui autorisent l'adoption par les couples homosexuels, par les personnes célibataires, qui favorisent les crèches, puisque Nadja Vallaud-Belkacem l'avait dit, pour favoriser l'émancipation des femmes dans le 93, il fallait créer plus de crèches. Comme si finalement la crèche en elle-même, c'était pas un espace dans les faits contraire à l'intérêt de l'enfant, contraire au tout petit en particulier. Son intérêt c'est d'être dans les bras de sa mère, d'être allaité par sa mère, d'être aimé par sa mère et protégé par l'autorité du père. Parce que là aussi, le texte, il a un petit mot sur la différence de genre. Il nous dit que le personnel soignant ne doit pas faire de différence entre le père et la mère. Il n'y a pas de différence de genre, c'est exactement la même chose. Et il n'y a pas à se comporter différemment envers l'un ou avec l'autre, mais ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité pour le petit enfant. La mère a une fonction particulière qui est la fonction maternelle, qui est liée à sa féminité, et le père a une fonction particulière qui est liée à sa paternité. La mère est là pour aimer, consoler, tenir dans les bras, alors que le père, il est là pour dire la loi, pour faire montre d'autorité. Alors bien évidemment, les choses ne sont pas blanc et noir d'un côté. L'autorité peut aussi bien être exercée par la femme et le maternage peut être aussi exercé par le père. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus simple que si les fonctions sont séparées. On va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de difficultés dans les familles monoparentales où la mère se retrouve toute seule à exercer l'autorité, puisqu'il n'y a pas de père pour la soutenir, elle se retrouve toute seule. Elle a vite tendance, pour diverses raisons, à se retrouver non pas dans l'autorité naturelle, mais dans l'autoritarisme artificiel, agressif. Et on voit apparaître des conflits qui peuvent être violents entre les enfants et leur mère. Et la présence d'un père qui aurait figure d'autorité, permettrait d'apaiser la relation entre l'enfant et sa mère, puisque la mère n'aurait plus à exercer l'autorité, elle pourrait se donner entièrement à sa vocation de mère, c'est-à-dire à sa nature d'être aimant. Une femme est faite pour aimer. Et en particulier, une femme est faite pour aimer ses enfants. Et elle le fera d'autant plus facilement qu'elle peut se reposer sur un homme qui, lui, exprime l'autorité et cadre les enfants. Mais ça, évidemment, le texte ne veut pas en entendre parler. De toute façon, la partie autorité qu'on qualifierait de patriarcale, et pire peut-être encore, cette dimension-là d'autorité n'existe pas dans le texte. L'autorité, pour le texte, n'est pas un moyen de l'éducation, alors que ça en fait pleinement partie. En même temps que l'attention, l'affection, la tendresse, il y faut également de l'autorité. Une autorité bienveillante, mais une autorité quand même. Alors évidemment, il y a un volet sexualité avec 2 points. Le premier, c'est la question de la masturbation infantile et le deuxième, celui du rapport aux parties génitales de l'enfant.
Alors sur la question de la masturbation infantile, eh bien, le texte commence par rappeler que tout le monde sait, c'est que cette activité masturbatoire n'a pas de caractère érotique et ne s'assimile pas à celle de l'adulte. Ce sont chez l'enfant des expériences de découverte des parties du corps. Ça n'a rien de sexuel, les enfants n'ont pas de sexualité, c'est simplement, eh bien, ressentir avec son corps et en particulier dans des parties du corps qui sont particulièrement sensibles. Donc les professionnels sont sensibilisés au fait que cette exploration du corps est normale et n'a pas à être réprimée. Tout à fait oui, mais pourtant, dans la réalité, ils érotisent le corps de l'enfant. Hein. Écoutez ce qu'ils disent. Les professionnels expliquent, sur un ton neutre et bienveillant, à l'enfant que l'enfant a le droit de toucher toutes les parties de son corps, mais que pour celles plus sensibles, il est préférable de le faire lorsqu'il est seul. Et dans cette affirmation, on sent bien qu'il y a une érotisation du corps de l'enfant, c'est-à-dire une projection du fantasme de l'adulte sur le corps de l'enfant. On sait bien qu'il n'y a rien d'anormal, mais tes parties les plus sensibles, les parties génitales, pour celles-là en particulier, tu vas t'en occuper ailleurs. Ce n'est pas mal, mais voilà, il ne faut pas qu'on le voie. Ils projettent leur propre fantasme sur le corps de l'enfant, tout en niant bien sûr que le corps de l'enfant pourrait avoir une valeur érotique. Il en a de la même façon sur la question du rapport aux parties génitales où le texte explique qu'il faut que l'adulte qui va changer un enfant, en fait, le fasse avec son autorisation. Lui dire qu'il va toucher son sexe, toucher son anus et avoir en quelque sorte le consentement de l'enfant à cette action. Et bien là aussi, c'est l'érotisation du corps de l'enfant, puisque l'enfant n'est pas du tout dans ces dimensions-là. Il n'a aucune préoccupation de ce sujet à ce sujet-là. La pudeur, ça viendra plus tard. Dans l'enfance, alors on est dans la petite enfance, c'est-à-dire des enfants qui ont moins de 3 ans. Le rapport aux organes génitaux est exactement la même chose que le rapport au reste du corps. Et c'est simplement nous, encore une fois les adultes, qui, à travers notre imaginaire, érotisons le corps de l'enfant. Et bien sûr, encore une fois, à introduire la notion de consentement. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux adultes et aux enfants que c'est aux enfants de consentir aux relations sexuelles. Puisqu'on considère que, les actes de soins, de propreté vis-à-vis du tout petit enfant sont à considérer comme des actes sexuels. Et encore une fois, le mot consentement, qu'on vient à nouveau introduire ici dans la relation entre le bébé et l'adulte, eh bien ce mot consentement, c'est du vocabulaire de pédophile. Le pédophile veut que l'enfant consente aux attouchements. Alors que c'est pas du tout aux enfants à consentir ou pas, ils n'ont pas à faire ce choix-là, et certainement pas aux enfants de décider s'ils acceptent, oui ou non, les actes de cette nature. Vous voyez l'entourloupe qu'il y a, en fait, dans cette proposition. En apparence tout à fait anodine, eh bien, on préfigure un futur crime qui va être un abus de faiblesse d'un enfant par un adulte. Alors que dire de plus, on voit ce texte, finalement, dans l'air du temps, il est interdit d'interdire, c'est l'éducation positive, l'éducation bienveillante, comme s'il pouvait y avoir une éducation malveillante. C'est l'éducation bienveillante, mais qui oublie finalement tout un pan essentiel de l'éducation, qui est la notion d'autorité, la notion de discipline, en fait, qui voit la disparition du père, le patriarcat toxique, mis dans les poubelles. Je donne encore un exemple, il est dit que si l'enfant ne veut pas aller à la sieste, eh bien, on ne l'oblige pas à aller à la sieste. Il doit y avoir des personnels pour s'occuper de l'enfant qui ne veut pas aller à la sieste. Simplement, on lui proposera à nouveau le lendemain si cette fois, il veut bien y aller. Mais, bien évidemment, on ne va pas l'obliger à aller à la sieste. Alors bien sûr, j'aurais aimé rassurer les parents, leur dire qu'en réalité, eh bien, dans les crèches, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de crèches qui sont en quelque sorte à l'ancienne. Et quand il y a 30 enfants à la crèche, eh bien, il y a 30 enfants qui dorment à la crèche. Et ça fait des crèches apaisées où le personnel est apaisé, où les enfants sont apaisés. Mais il y a également beaucoup de crèches, de plus en plus de crèches, en particulier des crèches qui sont finalement tenues par la nouvelle génération, la génération de nos enfants, qu'on a
que nous n'avons pas su éduquer, pour lesquels nous n'avons pas su transmettre le goût de l'éducation, il y a des crèches qui sont complètement infestées par cette idéologie, et au moment de la sieste, c'est des cris, c'est des pleurs, les enfants sont énervés, le personnel de crèche est énervé, les parents sont énervés, et on continue à aller comme ça, à foncer dans le mur sans se rendre compte du mal qu'on se fait à nous-mêmes. Et même bien souvent, les personnels de crèche sont les premiers à souffrir de ce fait que les parents d'aujourd'hui ne savent plus comment s'y prendre, hein. Ils ne supportent plus de dire non, bien évidemment pas tous. Ils ne supportent plus que leurs enfants pleurent, hein. Ils pensent qu'un enfant qui pleure, c'est un enfant traumatisé. Et beaucoup d'entre eux sont désorientés et se retrouvent dans des situations très difficiles à gérer. Parce que, et puis les psychologues nous ont avertis des conséquences qu'il y a à cette éducation sans père. Cette éducation sans apprentissage de la frustration, ça crée des personnes qui sont intolérantes, qui sont irritables, colériques, rageuses, et qui, dans la collectivité, vont se trouver très difficiles à gérer. De plus, bien évidemment, d'un point de vue intérieur, ces enfants qui sont finalement maintenus dans une situation insécure parce qu'on laisse leur toute-puissance s'exprimer, leur toute-puissance n'est pas canalisée, donc finalement ils ont peur d'eux-mêmes, et puis ils se retrouvent insatisfaits. Hein, ils sont toujours en manque de quelque chose, et les rapports le montrent. Notre adolescence part en cacahuète. On n'a jamais eu autant de suicides, de dépressions, de problèmes psychologiques de l'enfance, et cette situation découle en grande partie de ce qu'on a abandonné les règles fondamentales traditionnelles de l'éducation. Évidemment, les élites qui nous imposent ce type d'éducation, ne le font pas par bienveillance. Elles savent très bien les conséquences qu'il y a à ne pas éduquer les enfants. Nous pouvons être à peu près sûrs que les enfants des élites décideurs de ce système éducatif, en fait, ne mettent pas leurs enfants dans nos écoles. Ils sont quand même pas fous. Ils vont mettre leurs enfants dans des écoles qui respectent les traditions éducatives, c'est-à-dire l'autorité, la discipline. C'est l'adulte qui commande et c'est l'enfant qui obéit. Comme je le dis, la discipline, ce sont les chaînes extérieures qui rongent, qui liment, qui usent les chaînes de l'intérieur. Pour libérer l'enfant, il faut l'enchaîner au pupitre de l'école. Nos élites le savent, sauf qu'ils veulent nous conduire. Nos élites le savent, mais ils ne veulent pas ça pour nous. Alors il y a probablement diverses raisons. L'enfant non éduqué. Alors il y a probablement plusieurs raisons. L'enfant non éduqué va devenir un enfant dépendant, un enfant consommateur. Et au point de vue du commercial, ce sera tout bénéfique, puisque toutes ces frustrations qu'il ne sait pas gérer, il va les compenser dans la consommation, voire dans les addictions médicamenteuses, ça sera bon pour Big Pharma, dans les addictions de drogue, ça sera bon pour les trafiquants de drogue, dans les addictions des sports, des jeux télévisés, de je ne sais quoi, ça sera bon pour les affaires, pour le business, pour le commerce. La deuxième raison, c'est peut-être aussi qu'ils veulent en arriver à nous faire battre entre nous, puisque un individu qui ne sait pas gérer ses frustrations va devenir colérique, il va devenir bagarreur, il va être agressif avec les autres. Et si on veut créer une situation, par exemple, de guerre civile où les gens se battent entre eux, l'absence d'éducation est la meilleure voie à suivre. J'en reviens. Je l'ai déjà cité à Madame Georgette Mouton, qui avait fait une thèse qui s'appelait « Genèse et genèse du nazisme ». Elle explique que les élites nazies n'ont pas été fabriquées par un excès d'éducation, mais bien parce que on a mis dans leur esprit le monde à l'envers. On a permis que les enfants commandent sur les adultes, et c'est au contraire l'absence d'éducation qui a créé le nazisme. Et puis la troisième raison, c'est que l'éducation qui s'inscrit dans la verticalité entre la transcendance et l'individu, une verticalité qui fabrique des hommes debout, responsables, libres, va produire des hommes capables de résister, de s'opposer au pouvoir. Et bien évidemment, le pouvoir n'en veut pas. Le pouvoir ne veut pas d'êtres humains éduqués parce que c'est dangereux pour lui. Il préfère nous laisser, barboter
dans la bouillasse où personne ne sait rien, personne ne croit à rien et tout le monde est à la recherche de ces petits plaisirs inutiles, mais il n'y a personne qui se tient debout, il n'y a personne qui est capable de s'opposer au pouvoir, à la toute-puissance, eh bien, des dominants. Voilà, il est temps que nous nous reprenions en main, que nous ouvrions les yeux eh bien, sur ce que ce pouvoir maléfique est en train de nous faire, hein, parce que mal éduquer nos enfants, c'est faire souffrir la société de demain. Et quand on voit ce qui se passe dans les crèches aujourd'hui, eh bien, on peut être très inquiet pour les générations qui viennent. Hein. J'ai dit que notre génération, nous, les grands-parents, on en était responsables, nous avons transmis des mauvaises choses à nos enfants, et nos enfants, eux-mêmes mal éduqués, perdus dans cette société des écrans, du smartphone, du tout est facile, eh bien, sont en train de fabriquer une nouvelle génération qui sera encore bien pire, encore plus violente et encore plus malade, perverse, destructrice. Réveillons-nous et reprenons notre destin en main. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.